L'essence du libéralisme, conférence de Leonardo Castellani. La République argentine n'est pas une nation, mais un problème. Le problème est le suivant. Qu'est-ce qui va sortir de la désintégration du libéralisme argentin? Que peut-on faire pour que cela ne désintègre pas le pays? Pour résoudre, il faut savoir au moins brièvement ce qu'est le libéralisme, là où nous sommes nés. On m'a demandé de donner une conférence philosophique sur ce sujet, c'est-à-dire ni trop théologique, ni trop littéraire. Une conférence philosophique ne sert pas à grand-chose, si ce n'est dans un cours de philosophie. Et il y a beaucoup d'excellents livres sur le libéralisme qui peuvent être lus avec plus de profit. J'espère et je conseille que l'activité de conférencier, tant louable qu'elle soit, ne vous endorme pas trop et ne se transforme pas en un cours de sciences politiques ou sociales. Des cours sérieux, sacrifiés et patients, avec leur bibliothèque, leurs revues et enfin leur maison d'édition. Ce qui, heureusement, est déjà commencé, mais pas par l'université catholique, qui n'a que des titres de l'apologétique et de la science, appris par cœur dans les livres de Dérisi. Je ne peux pas vaincre le libéralisme. Vous ne le pouvez pas non plus, chacun de vous, ni tous ensemble, en un an ou en deux. Mais avant une décennie, notre tradition libérale, comme le dit Valmagia avec inexactitude, manifeste, doit être vaincue ici. Un homme hérite de son père d'une maison et de la tuberculose. La maison est une tradition. La tuberculose n'est pas une tradition. J'ai hérité de mon grand-père qui était architecte et de mon père qui était enseignant le libéralisme, dont je suis saint, ou du moins, je pense être saint. Je suis en bonne santé, ou du moins, furieusement, avec la volonté de l'être. Le courage actuellement en Argentine s'appelle patience, avec une grosse dose de décision. Le mal est profond. Il y a 4 choses dans l'ordre intellectuel, toutes plus mauvaises les unes que les autres, qui sont l'ignorance, l'erreur, le mensonge et la confusion. Et cette dernière où nous entrons est la pire, parce qu'elle est déjà la folie. Voulez-vous me dire ce que signifie déjà ici le mot démocratie? Ou la parole culture? Ou la parole liberté? Ces mots signifient confusion. Ou si vous préférez, le budget est toujours en hausse et le décorum toujours en baisse. Avant-hier, un ministre dont je ne veux pas me souvenir a mis au défi ses auditeurs à la radio de lui montrer, s'il l'osait, le remède au défi budgétaire. Je soupçonne qu'il le sait aussi bien que moi. On peut réduire un quart du budget du pays sans que rien ne se passe pour le pays, et surtout pour tout le domaine de la culture. La promotion de la culture du pays par le gouvernement peut être entravée plutôt que promue. Et en cela, il y a des millions gaspillés inutilement et vicieusement. Je peux faire ce que je dis en chiffres si nécessaire. Ni moi, ni vous, ne pouvez battre Echevarria, Ingenierios et Repetto d'un coup. Je ne peux pas même les lire. Mais nous pouvons servir la vérité. Et même si Dieu nous choisit, nous pouvons témoigner de la vérité. Le mot témoignage vient du grec martyr. Ce qui est le grand cri du christianisme, celui qui a fait tomber les murs de Jéricho païen. Toute la religion du Christ est résumée dans ces 2 mots que le Christ a imposés à ses apôtres. Témoigner. Comme l'a dit Unamuno avec beaucoup d'exagération, nous devons faire
exister Dieu en croyant en lui. La vérité, c'est que nous devons prendre la responsabilité de Dieu, répondre. Nous sommes ses témoins dans ce monde, ambassadeurs à l'égard des pauvres. C'est vous qui m'avez fait. Nous devons même réparer si nous le pouvons ce que Dieu oublie de réparer. Le mystique allemand Angelus Silesius a dit « Je suis aussi riche que Dieu, il n'y a pas de grain de sable que je ne possède pas avec Dieu. Et je sais que Dieu, sans moi, ne possède pas son existence. De même, sans moi, il ne serait pas possible que Dieu existe. » La situation actuelle de confusion mentale et de crétinisation collectiviste et progressiste nous a été donnée, pas créée par nous. On nous a donné un jeu embrouillé, comme il est embrouillé que certains m'appellent, moi, Leonardo Castellani, un prêtre libéral. Nous ne l'avons pas embrouillé nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le démêler d'un seul coup. Le temps n'est plus de mise au maudit dépit que je sois né pour y remédier. Ce qui a toujours été l'erreur du nationalisme, vouloir réparer le pays immédiatement ou à court terme, il est trop moins un point pour cela, nous devons être patients. Nous ne pouvons pas changer le jeu truqué d'un seul coup, mais nous pouvons, chacun à notre place, faire la vérité. Comme on dit en Catalogne aux enfants quand ils sortent de l'école, fa bonta, fais le bien, donne la vérité et le plus grand bien. La charité de la vérité, dit saint Paul. En Espagne, pendant un siècle, il n'a pas manqué d'hommes de Donoso Cortés à Rimero de Maeztu qui ont fait la vérité, c'est-à-dire qui ont témoigné. Et l'Espagne a réussi à vaincre le libéralisme. Telle est la vérité et la grande mission de Buenos Aires. Non pas précisément pour faire de l'extériorité religieuse, une mondanité religieuse, ni de la propagande religieuse, ni de l'ennui religieuse, en répétant des lieux communs religieux, dont les gens se lassent, mais pour faire la vérité. Comment fait-on la vérité? Seulement avec la vie, qui est la matière première. Comment faire la vie? Dieu nous a donné un peu. Nous ne pouvons ni l'augmenter, ni le diminuer. Nous pouvons bien le dépenser. Dans la conférence légèrement philosophique que je fais ici, j'ai prouvé philosophiquement que le libéralisme du siècle dernier a brandi l'étendard de la liberté et a ruiné les libertés qui sont la seule vraie liberté qui existe. Car il y a aussi une fausse liberté qui est celle qu'entretient le libéralisme, qui est la vraie liberté, ce que les démagogues et les démocrates donnent à la démocratie. Le philosophisme à la philosophie, le sophisme aux sophistes, et le sophisme à la démocratie. La philosophie, le sophisme, la sagesse, la superstition, l'hérésie à la religion. En d'autres termes, c'est pire que l'ignorance, c'est pire que le mensonge, c'est la confusion. Et j'ai alors entrepris de rechercher pourquoi le libéralisme qui proclamait la liberté, et chez certains de bonne foi, a fini par ruiner la liberté. Résultat paradoxal, de sorte qu'aujourd'hui, moi et tous les nationalistes, nous détestons le libéralisme, dans la même mesure que nous aimons la liberté. Et puis j'ai cherché la raison théologique de ce phénomène monstrueux, que le monde n'avait jamais vu auparavant. Bêtise, tout cela est inutile. J'ai tourné mes yeux vers l'Argentine et vers mon petit auditoire, et je me suis rendu compte qu'ici le libéralisme ne mérite ni beaucoup de recherche, ni beaucoup de discussion, qu'il est presque dégoûtant et presque répugnant d'y toucher, qu'ici il a été importé brutalement, et n'a eu ni doctrine, ni intelligence, ni même bonne foi,
qui n'a produit aucun chef-d'œuvre dans aucun genre, sauf le roman, Amalia, mais personne ne peut le lire. Mais seulement les mots énormes dans lesquels nous nous débattons maintenant, et enfin que la philosophie a fait ici ce que le libéralisme doit être à l'existentialisme et non essentialiste. Qu'il n'est pas tant intéressant maintenant de connaître son essence que de se débarrasser de son existence. Pour en connaître l'essence, tous ces écrivains espagnols auxquels j'ai fait allusion, dont les œuvres devraient m'entourer de toutes parts, sont utiles. J'ai été éduqué par des jésuites espagnols qui m'ont fait un peu de mal et beaucoup de bien. Et l'une des bonnes choses est qu'ils m'ont fait vivre pendant 5 ans au collège immaculé de la Sainte Foi, entouré de livres de Jovellanos, Donoso Cortés, Balmes, Nocedal, Tamayo, Adolfo Clavarana, Pedro de Alorson, Aparici Guijarro, Menéndez y Pelayo, Pereda et Sainte Thérèse d'Avila. Cependant, pour ceux qui ont la démangeaison philosophique, je vais résumer la conférence essentialiste. Je cherche l'essence d'une chose, c'est en fait la définition. J'ai 3 définitions européennes du libéralisme, chacune plus exacte, et à la fin, j'ai mis une simple définition argentine. La première définition brève serait le libéralisme est le mouvement économique, politique et religieux qui propose la liberté comme idéal et comme idéal absolu de l'humanité. Car Monseigneur de Andrea a dit un jour en chair que la liberté est le plus grand bien que Dieu ait donné à l'homme. Elle est donc l'idéal absolu des hommes et des nations. Il est bien vu. Et nous le constatons, ben voyons, que cette définition est inutile, parce qu'elle repose sur le mot liberté, qui est un mot ambigu. Car le mot liberté, si on n'y ajoute pas à quoi nous sommes libres et de quoi nous sommes libres, est un mot sans contenu. Et aujourd'hui, à cause du libéralisme, le mot le plus dégoûtant d'ambiguïté qui existe, liberté, est ce qui est dans la bouche de tout le monde. Un dirigeant socialiste du siècle dernier, le juif allemand Bernstein, a dit « Peu importe où nous allons, ce qui compte c'est le mouvement, car la liberté est un mouvement. » C'est un non-sens philosophique. La liberté n'est pas proprement un mouvement, mais seulement un pouvoir bouger. Et dans le mouvement, ce qui compte, c'est le d'où nous sommes libérés pour bouger. Ce qui détermine le mouvement, disent les philosophes, et le rend possible, c'est le terme où, car tout mouvement a 2 termes qui le déterminent. De, l'endroit où je suis, où, donc c'est le de et le où. Ainsi le de du nationalisme par excellence a été l'effondrement du libéralisme après la guerre de 1914. Et le où, nous ne le savons pas, car il n'est encore arrivé nulle part et ne sait peut-être même pas où il veut aller. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut y arriver bientôt. Ceci, entre parenthèses, notez donc ceci, que la liberté n'a aucun sens ou que le pouvoir est ajouté. Et sans cela, il vaut mieux ne pas parler. La liberté du nationalisme, selon une formule inventée en Amérique latine, est la suivante. La liberté pour tout et pour tous, sauf pour le mal et le méchant. Et avec cette formule, nous ferons droit à l'opinion de Monseigneur de Andrea, qui déclarait « En effet, le plus grand bien qui existe est la liberté pour les hommes de bien, car avec elle, il n'est rien qui soit en soi. Les hommes de bien peuvent faire le bien, ils peuvent faire la vérité, ils peuvent être avec Dieu. Mais le plus grand mal qui existe dans le monde est la liberté dans les mains des méchants. Et cela, le libéralisme l'a apporté au monde actuel. » Un voyageur anglais s'est moqué du fait que, dans les prisons françaises, il y a le pignon, en haut de la prison, un grand panneau où l'on peut lire « Liberté, égalité et fraternité ». Et
a écrit « C'est la liberté du libéralisme ». Mais on pourrait rétorquer que cette petite liberté menacée est presque annulée, que le malfaiteur a en prison quelque chose qui est pour lui, car c'est le maximum de liberté qu'il peut supporter sans faire de mal. C'est pourquoi Dieu retire la liberté aux personnes corrompues ou mauvaises, parce que c'est un mal pour elles. C'est pourquoi saint Augustin a dit que les personnes corrompues ne peuvent être gouvernées que par la dictature, et que la dictature est un bien pour elles si elle les ramène à l'honnêteté et à la vertu. Maintenant, les libéraux argentins disent que le peuple argentin est corrompu, qu'il faut même l'éduquer à la démocratie, et donc ils interdisent au peuple argentin d'être corrompu, lui qui est corrompu. Il faut éduquer à la démocratie. Et avec cela, ils interdisent le parti péroniste et d'autre part la dictature, pour eux, est un mauvais mot, dans lequel ils se contredisent brutalement, mais seulement par défense. Parce qu'au fond, ce qu'ils veulent, c'est la dictature pour eux-mêmes, la dictature avec le visage de la liberté. Et ceux qui sont corrompus ne sont pas le peuple argentin, mais eux, le parti populiste qui les suit et ne les a pas encore vomis. Ainsi, la première raison du paradoxe que nous avons dû constater, à savoir que le libéralisme proclame la liberté, mais la détruit dans le monde et apporte ce qu'il appelle le totalitarisme. Et l'ambiguïté philosophique de cette bannière, brandie au siècle dernier, a été avec liberté, 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 mais cette ambiguïté ne concernait que la bannière, pas ceux qui la portaient. Ceux qui ont dit cette liberté savaient bien qu'ils voulaient. Ils voulaient la liberté du commerce, c'est-à-dire la liberté pour le grand argent, afin d'atteindre le pouvoir du grand capital, c'est-à-dire le capitalisme actuel. Et pour cela, ils voulaient des gouvernements faibles, c'est-à-dire des parlementaires, la division des pouvoirs, le suffrage universel et tout le reste. Et pour cela, ils voulaient une religion faible. Le déisme est ensuite le christianisme libéral, et aujourd'hui le modernisme économique. Et c'est pour cela qu'ils voulaient une religion faible. Ils voulaient une religion faible pour pouvoir ainsi avoir un modernisme économique qui est compatible avec un christianisme libéral. Les thèmes de l'économie libérale se trouvent ici. L'économique, le terme de la monnaie, et surtout laisser faire, laisser passer. Et ce modernisme et cette religion libérale doit donner ainsi une pensée d'égalité. Et la religion doit être alors raisonnable et moderniste. Regardons de près ce terme fraternité qui est tant dans la bouche de tous ces libéraux. La première définition brève et ambiguë, la deuxième définition plus exacte mais plus longue, est seulement descriptive et historique. Le libéralisme est un grand mouvement de rébellion antitraditionnelle et de réforme de la société qui part des livres des empiristes et déistes anglais, qui a été formulé par Rousseau et diffusé par les Lumières ou les encyclopédistes français, lors de la Révolution française, peu après son début. Elle a donné des armes aux Napoléoniens et elle s'impose ainsi en Europe. Au milieu des siècles derniers, elle préside à l'organisation, soi-disant, de la nation hispano-américaine, et elle est à l'origine, d'une part, de la démocratie, un grand mythe, et d'autre part, du communisme réalité. Elle veut survivre aujourd'hui dans le soi-disant néolibéralisme et néocapitalisme dont nous, Argentins, profitons actuellement d'une violente éruption. Et de même que le libéralisme de 1820 a élevé l'Angleterre au détriment de la France et des pays latins, le néolibéralisme tend à élever économiquement les États-Unis au détriment de l'Argentine. Vous savez très bien, car après le livre d'Alexis de Tocqueville, qui est un lieu commun, que le libéralisme était une chose en Angleterre et une autre en France. Le libéralisme politique est freiné et même dirigé en Angleterre par le traditionnalisme du caractère anglais. Je ne dis pas qu'il est bon dans l'une ou l'autre partie. C'est une mauvaise chose dans les deux.
Mais dans l'une, il était authentique, et dans l'autre, il était faux et utopique. Et de même qu'il vaut mieux un chien vivant, bien plus qu'un lion mort, ainsi le libéralisme anglais n'a pas empêché le progrès matériel de l'Angleterre et des Amériques. Et en même temps, il a cadavérisé le lion hispanique. C'est-à-dire qu'il a rabougri, divisé, pourri, il a retardé et mis dans un état de sous-développement. Comme on appelle maintenant les pays qui ne correspondent pas à cette idée. Le lion d'Espagne était rempli de poux, c'est-à-dire de politiciens et de militaires vaniteux. Cela ne nous sert pas, messieurs. J'évite la proposition maximale qui pourrait être formulée et prouvée. Il nous a fait un mal terrible. Parce que si certains ici ne perçoivent pas ce mal, je ne parle pas pour eux, je vais à la proposition minimale. Non, il ne nous sert pas, ce libéralisme, qui ne nécessite ni défense ni preuve. Il est clair que cela ne nous aide pas. Nous sommes dans une impasse politique permanente, nous nous tordons dans une sorte de cauchemar perpétuel, nous changeons de position sur le lit de douleur, et nous sommes dans une sorte de cauchemar continu. D'une douleur et d'une honte, comme d'une fièvre incurable. Nous avons une constitution, deux par manque d'une. Nous avons une chambre haute et une chambre basse, deux par manque d'unité, et qui est assez basse cette unité. Nous avons le suffrage universel avec peu de fraude. Nous avons des élections, c'est-à-dire des choix fréquents et coûteux. Nous avons des partis politiques splendides avec des programmes qui dépassent les mots et qui font beaucoup de promesses. Nous avons la liberté de culte, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté d'opinion, la liberté d'éducation qui n'éduque rien. C'est-à-dire nous avons tout le vrai et complet libéralisme. Et cela ne marche pas. De l'aveu de tous, cela ne marche pas depuis longtemps maintenant. Si nous avons essayé pendant tout un siècle et que cela ne fonctionne toujours pas, c'est le signe que cela ne fonctionnera pas. Nous devons éduquer le souverain. Mais le souverain, avant d'être souverain, doit être éduqué. Nous avions ici un système politique qui a duré plus de 10 siècles et qui était capable d'incorporer les nouveautés modernes, qui étaient bonnes et d'élaguer les vieilles pratiques qui se fanaient. Un système basé sur le principe que la princesse de Biera écrivait au prince Don Juan. En Espagne, les rois gouvernent sous la religion. La loi est la force. Ici, il n'y a pas de loi parce qu'elle a été détruite par le triste assemblée de l'an 13. Mais il y avait la religion et la loi. C'est pourquoi Rosas s'est nommé ou a été nommé le restaurateur des lois. Mais d'autres sont arrivés qui voulaient détruire les anciennes lois, qui sont également les meilleures, et faire de nouvelles lois. Et pendant que Rosas et le peuple argentin se battaient corps et âme pour créer une nation contre la discorde interne et l'arrogance, les rapaces étrangers, nos chers libéraux, criaient « Nous voulons une constitution !» Voilà. La constitution, prenez-la, mettez-la dans la pipe et fumez-la. Nous en avons deux, faute d'en avoir une. Nous ne savons pas quel est le bon, et au cas où nous ne conformons à aucune d'entre elles, nous n'existons pas. Pour donner un contenu à ces définitions descriptives, rappelons le point suivant. L'accroissement du pouvoir central depuis la Renaissance, le droit divin des rois, la réaction des théologiens espagnols, le pacte, la chute de la monarchie traditionnelle en Angleterre, la formulation du mythe du contrat, la montée du pacte, le pacte, le pacte, le pacte, le pacte, ce contrat et ce mythe d'un contrat social qui donnera la Révolution française et tous ses morts, et la politique des Lumières. Premier point, depuis la Renaissance, par le travail des juristes gallicans et des théologiens protestants,
Pendant les guerres, on assiste à une augmentation continue et rapide du pouvoir central, au détriment des pouvoirs périphériques, au détriment de la liberté des petits qui ne s'épanouit que lorsque le pouvoir est réparti, et donc plus ou moins équilibré. En d'autres termes, il existe des pouvoirs, non pas la division des pouvoirs de Montesquieu, qui est fallacieuse, mais l'existence de pouvoirs hétérogènes ayant leurs propres racines, non pas délégués, mais simplement reconnus. Car Ésope a vu que ce n'est pas lorsque le loup et le renard se disputent que les agneaux peuvent se promener. Cette croissance du pouvoir central a conduit à un absolutisme royal de facto. Et puis il a été formulé par le droit et par la recherche, parmi Hobbes, Jacques II, Voltaire et Hegel. Le deuxième point, le droit divin. Le roi reçoit l'autorité royalement directement de Dieu, formulation théologique de l'absolutisme royal, conçu par Bossuet, écrit par Jacques II. Pourquoi Jacques, si en anglais c'est James? Nous sommes dans une traduction. Dans un livre aujourd'hui illisible, des institutions du royaume, dans lequel le fils décapité de Charles Ier est successeur du faible Charles II, il théorise alors un pouvoir qui ne possède plus. Et les parlementaires, c'est-à-dire la nouvelle noblesse protestante et capitalisante, avaient banni à jamais. Mais cette doctrine a des racines bien plus anciennes que le pauvre Jacques II. L'autorité réside dans le peuple et est communiquée ou déléguée au roi par une sorte de consentement même implicite ou simplement passif, ce qu'on appelle un pacte. La doctrine catholique de Suarez, dans sa défense pour la foi catholique contre les anglicans et leurs erreurs, reprises ensuite par Bellarmine, moins correctement formulée chez Mariana, du royaume et des institutions du royaume, et beaucoup moins que chez saint Thomas qui considère la souveraineté plutôt dans la fin, bonum commune, donc le bien commun, et dans le pouvoir, autorité, qui est finalement un instrument disant par exemple ordo exercitus consideratur in duce quam vis in exercitu radicatur. Jacques II, détrôné par Guillaume d'Orange, et le traître Churchill de Maborouk, est à la fin d'un processus qui a commencé avec le schisme d'Henri VIII, parallèlement à la propagation du calvinisme et à l'absurdité de l'absolutisme royal. Ce nouveau facteur politique est à l'origine du capitalisme actuel et de la réaction théorique libertaire contre Jacques II et son partenaire Hobbes, qui peut symboliser par Locke et Bolingbroke, entre autres. En d'autres termes, la théorie de la liberté de religion est née en Angleterre et a rapidement pris la forme de liberté de commerce, tant qu'elle ne disposait pas d'une flotte plus importante, de la liberté des mers. Mais les deux théories opposées et extrêmes de l'absolutisme et de l'individualisme ont leur même racine protestante et se confondent avec le contrat social de Rousseau. Et Dawson le considère comme une lutte entre l'esprit luthérien et l'esprit calviniste. Le déisme et le libéralisme anglais ont été repris en France au XVIIe siècle par ceux qu'on appelle les philosophes, c'est-à-dire les encyclopédistes, principalement par Rousseau, car ni Voltaire, ni son cercle, partisans d'un despotisme éclairé, n'étaient des libéraux, bien qu'ils fussent déistes. La proposition espagnole « l'autorité vient de Dieu et réside enracinée dans le peuple » devint « l'autorité vient du peuple ». Et c'est à tel point que le peuple ne peut ni la transmettre, ni la déléguer, mais seulement l'exercer par l'intermédiaire de ses représentants qu'il peut renverser quand il le souhaite. Lesquels d'ailleurs, tant qu'ils ne sont pas renversés, ont une autorité si fabuleusement absolue qu'ils peuvent condamner à mort quiconque offense la religion. Pas l'ancienne religion, bien sûr, mais cette nouvelle religion raisonnable, le déisme et l'idéologie des Lumières. Les trois mythes du libéralisme sont nés. La souveraineté du peuple, mythe, l'infaillibilité de la volonté générale et le gouvernement par des assemblées,
des chambres et des constitutions inventées ou artificielles. Mais au fond de ces mythes irréalisables, on trouve l'œuf de deux monstres qui réalisent leur poison. La sédition perpétuelle, qu'on appellera plus tard la révolution avec un R majuscule, et le despotisme larvé, qu'on appellera plus tard le totalitarisme. La théorie du contrat social a deux faces. Tandis que d'un côté elle conduit à la démolition du gouvernement, elle aboutit de l'autre à la dictature illimitée de l'État. La Révolution française, qui est un phénomène historique beaucoup plus complexe qu'on ne le dépeint habituellement, est débattue dans les procès et les tentations pour réorganiser la vieille nation selon l'esprit de Rousseau. Elle assume, sans le savoir, tout l'héritage de l'ancien régime absolutiste et a fini par jeter les armes au despote Napoléon. Près de 20 ans de guerre, 10 ou 12 millions de morts violents, la guillotine, les batailles. On peut dire que le libéralisme proprement dit commence après tout ce désordre, mais comme une conséquence de celui-ci, l'expérience de l'impossibilité de l'utopie russe, qui est au fond une hérésie, et réalise, mais tout aussi déficiente et peut-être plus hypocrite. Cette doctrine prend des formes diverses dans les différentes nations et sous la plume des différents théoriciens défenseurs. Dans notre race, elle n'a produit, comme je l'ai dit, aucun chef-d'œuvre. Et c'est plutôt une chose d'impulsion, d'instinct, de passion et de mouvement que d'idées claires. Et plutôt une chose de copie, de plagiat, de greffe, qu'une création politique. Elle a détruit une tradition politique défectueuse, mais vivante. Elle a mis à sa place des marionnettes vides, accessibles aux mauvais esprits. En bref, depuis la réforme protestante jusqu'au communisme russe actuel, on assiste à un processus continu d'hétérodoxie, de révolution anti-traditionnelle qui, prenant des formes politiques, ont des bases religieuses et se fondent sur un mélange unique de deux hérésies chrétiennes très anciennes et en un sens éternel, le pélagianisme et le manichéisme. D'une part, la négation du péché originel, d'autre part, l'exagération de la puissance du mal. Un mal substantiel, concret et absolu, dont on ne voit vraiment pas d'où il vient. Si l'homme est naturellement bon, d'où viennent ces erreurs et ces ténèbres que les lumières et le progrès vont dissiper? Ce mal qui s'appelle d'abord le pape, puis les rois, puis les nobles, et enfin les capitalistes, les bourgeois, et surtout les fascistes. Nous sommes tous pécheurs et avons besoin de la gloire de Dieu, disait saint Paul. Mais pour le libéral authentique, il y a deux camps. Celui des élus, dans lequel il ne peut y avoir de place pour le mal, ce qui est naturel, et celui des méchants, insensibles à tout bien, la fameuse liberté, n'est pas pour tous. Ah non, il n'y a pas de liberté contre notre liberté. C'était un rêve souverain, mais un rêve seulement, dit Zoraïda à son frère compatissant. Et à Saint-Foroso la Fuente. Si les boîtes étaient vides, l'affaire était résolue, disait le détective. Mais étant pleine, je me retire. Quand tout va bien pour nous, nos sentiments sont bons, mais quand tout va mal, c'est une question de réflexion. Achetez The Bloody Parrot, le dernier numéro de la collection Traces. J'aimerais être de l'Armée du Salut ou de la Voix de l'Espoir, à 2 pas de la place d'Italie, mais je n'ai pas assez de mauvais goût pour cela. Désolé, j'ai eu l'attaque de la culture argentine. Aujourd'hui, les militaires sont des juges, des économistes, des policiers, des politiciens, des législateurs, et même le pouvoir exécutif. Les députés sont un cirque qui divertit peu, dépense beaucoup et détruit davantage. Le pouvoir exécutif peut tout faire pour opprimer ou trahir et ne peut rien faire pour libérer. Les juges en général ne sont pas à la hauteur de leur haute fonction, soit parce qu'ils sont peu payés et peu honorés, selon Éric Gaviola, soit parce qu'une tribu ou une clique de magistrats s'est formée dans le pays, tributaire de l'argent, même étranger,
comme le soutenait l'expert Ramon Dole il y a 20 ans, à propos de la politique nationale, et par conséquent de la justice, pierre angulaire d'un pays dépéri et péri. Et faire des juges à partir de l'armée est arbitraire. À Mendoza, les militaires viennent de condamner un jeune homme, Carlos Burgos, à 25 ans de prison. 25 ans de prison au paiement de 2 millions de pesos, dont le plus grand crime prouvé est d'avoir fait exploser un buste d'Urquiza et dont le plus grand crime non prouvé est d'avoir posé une bombe qui n'a pas explosé dans un hôtel inhabité appartenant à une société américaine. Dans le même journal, Le Temps de Cuyo, je lis qu'une mère qui a tué son fils a été condamnée à 6 ans de prison. Et je ne lis nulle part que ceux qui donnent les richesses du pays aux étrangers n'ont pas même 1 an de prison. La Constitution n'a pas de peine ni de remède pour ce crime, si ce n'est la peine de leur faire une statue, de les proposer comme modèle de grands citoyens aux écoliers. Vous me direz pourquoi le libéralisme a triomphé si longtemps, s'il était mauvais. Je vous répondrai qu'il n'a pas triomphé du tout, qu'il n'a pas été mauvais au début. Sarmiento était un libéral, et il n'était pas mauvais du tout. Du moins, il n'était pas aussi mauvais que Mitre, et c'est peut-être pour cela qu'il mourut en exil. Et Mitre, dans son lit confessé et communié par une de ses tantes, le libéralisme à ses débuts avait du bon, car il n'y avait pas d'erreur si grande qu'elle ne contienne une autre de vérité, pas d'hérésie qui ne soit fondée sur un dogme chrétien, sur la corruption d'un dogme chrétien. Les 3 devises du libéralisme, liberté, égalité, fraternité, n'étaient rien d'autre que les vieux mots chrétiens ordre, hiérarchie et charité, qui avaient raccroché leur soutane comme nos fameux prêtres libéraux. Ce qui avait le bon dans le libéralisme d'autrefois de 1820 à 1860 consistait en une sorte d'élan de jeunesse contre beaucoup de choses qui devaient mourir, à savoir l'absolutisme des rois inventés par les rois protestants, le despotisme trop fermé des corporations et des guildes médiévales, et une décadence de la religion qui donna naissance en Angleterre au déisme et en France au philosophisme des Lumières. Ainsi, toute la jeunesse de l'Europe, au début du siècle dernier, était émue par ce cri de liberté et savait que ce mot ambigu signifiait pour eux, ce qui ne signifiait pas pour eux aussi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était qu'il y avait derrière ce mot la fatigue et l'étroitesse. Ils ont dit « nous voulons sortir de là ». Ce qu'ils ne savaient pas du tout, c'est que derrière cette liberté dorée, ou cette rose du libéralisme, se cachait d'abord une erreur, puis une fiction, puis une hérésie. L'erreur de la liberté du commerce, la fiction de la souveraineté du peuple, et l'hérésie de la religion de la liberté, opposée à la religion du Christ, bien que dérivée de celle-ci. Un homme de notre race, Lara, est le premier type libéral qui, comme Alberti, se moque de la liberté avec une majuscule. Voici le drapeau idolâtre, qui avoue qu'en Espagne, le libéralisme et l'anticléricalisme l'irreligion. À titre d'exemple immodeste, je voudrais dire que si j'avais eu 20 ans en 1860, j'aurais été un libéral, comme Manzoni, ou mon grand-père Don Leonardo, parce que j'aurais été exaspéré par le gouvernement des Autrichiens en Italie, et convaincu par la poésie de Guisti, mais pas Roberto. Mais déjà en 1870, je me serais réveillé. J'aurais quitté les troupes de Garibaldi avec le grade de lieutenant. J'aurais envoyé mon épée à Pie IX et je serais venu en Argentine. C'est ce que mon grand-père a fait. Il s'est débarrassé du libéralisme. Mais il m'a trompé. Ce que j'ai dit plus haut, à savoir que le libéralisme est fondamentalement une hérésie, est très important. Vous le savez déjà. Mais au cas où, je vais vous lire une page que j'ai écrite il y a 2 mois à Saint-Jean, où je me suis mis très en colère. Et je me suis plaint à l'archevêque, parce que dans un discours du 25 mai,
je n'ai pas nommé Sarmiento, ou plutôt, je l'ai nommé, mais je n'ai pas dit le grand Sarmiento. Je voudrais que Sarmiento, et je vous lis le texte, et je l'ai écrit le 27 juillet 1960. Je voudrais que Sarmiento, Urquiza et Mitre soient aujourd'hui au ciel, mais dans la vie, ils ont été des porcs. Ce n'est pas un mal qu'ils aient eu des traîtres et des trahisons en Argentine. Le mal, c'est de faire des statues de traîtres et d'adorer les traîtres. Dans toutes les nations, il y a eu des crimes, mais une nation qui ne distingue pas les crimes de la vertu ne peut être une nation. À Saint-Jean, si vous faites un discours le 25 mai et que vous ne mentionnez pas Sarmiento, il vous arrive la même chose que si au Moyen-Âge, vous aviez dit que Dieu n'existait pas. C'est de la religion. Ne me donnez pas ça. C'est de la religion à l'envers, c'est-à-dire une sorte de religion satanique. Aujourd'hui, les catholiques ont rendu hommage à Sarmiento. Traduction, aujourd'hui, les disciples du Christ ont rendu hommage à un homme immoral. En d'autres termes, aujourd'hui, les catholiques ont idolâtré. Si, à l'époque, les enfants deviennent des objets de révérence, d'admiration, d'imitation d'hommes immoraux, les fondements même de la moralité sont sapés. Quel homme intègre sortira de cette adoration? Une nation ne peut être indépendante si elle ne dispose pas d'une proportion suffisante d'hommes éthiques, d'hommes bons. Les hommes éthiques ne sont pas ceux qui n'ont pas de moralité, mais ont une moralité rudimentaire, la peur de la police, le respect des conventions sociales. Les hommes éthiques sont ceux qui ont la passion de la justice, et non pas simplement des mondains. L'école argentine n'a pas tendance à faire de tels hommes, au contraire. Il vaut mieux ne croire en rien, ni au Christ, ni à Sarmiento, que de croire à la fois au Christ et à Sarmiento. Le premier fait est un athée, le second un catholique brumeux. Dites à Monseigneur, de ma part, avec tout le respect de l'amour que je lui dois, que le libéralisme est une idolâtrie, et que le nationalisme n'est pas une idolâtrie. Et pourquoi pas? Si le libéralisme qui fait de la liberté avec une majuscule une fin absolue, et pire encore, qui fait de l'indiscret tyran une idole, est idolâtre, pourquoi le nationalisme qui fait de la nation avec une majuscule une fin absolue ne serait-il pas lui aussi un idolâtre? Pourquoi pas? Car je dis qu'il n'y a pas beaucoup de danger pour cela en Argentine. Je ne nie pas que cela soit possible en Allemagne ou en Angleterre, mais le danger n'est pas aussi grand dans la race hispanique. Le Galicien ne fera jamais de Francisco Franco un dieu, et l'Argentin ne mettra pas non plus la statue de Rosas sur les autels. Le Galicien sera toujours en train de dire du mal de Franco, et même de l'Espagne. Il n'y a pas de danger que l'Argentin adore sa patrie. Au contraire, à l'heure actuelle, il y a un risque qu'il la méprise. Mais je mens, ce n'est pas la patrie, mais sur l'État qu'il peut cracher. Et même pas sur l'État, il crache sur le gouvernement. Autrement dit, ce libéralisme crache. Alors, dites à l'évêque, qui dit « je suis un nazi » ou un énergumène avec tout le respect et l'amour que je lui dois, que si je suis nazi pour être entré dans cette maison nous sommes des nazis blancs, nous ne sommes pas des nazis noirs, nous sommes des nazis bleu, blanc, qui n'adoreront jamais la nation comme si elle était Dieu, mais qui aimeront Dieu à travers leur propre nation. Car si vous n'aimez pas votre mère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Pour beaucoup d'entre nous, la création d'une nation est synonyme de la création de Dieu, dont j'ai parlé au début. Ainsi le libéralisme, mouvement historique très confus, dans lequel nous sommes impliqués et qui m'a fait beaucoup de mal, peut être considéré sur 3 plans différents, sur le plan empirique, sur le plan philosophique et sur le plan théologique, qui correspondent aux 3 vies dans l'homme, la vie des sens, la vie de l'intellect et la vie surnaturelle de la grâce. Sur le plan empirique, c'est une invention de l'oligarchie anglaise et de son impérialisme ultérieur adopté ensuite par toute la bourgeoisie européenne, dont le but est l'argent. Sur le plan philosophique, c'est une tentative de résoudre pour beaucoup l'éternel problème de la personne contre la société.
sur le plan théologique, c'était une hérésie singulière, que j'appellerais une des 3 grenouilles de l'Apocalypse. Nous l'avons considérée ici sur le plan philosophique, mais il nous manque encore la 3e définition, à savoir que le libéralisme a été un effort considérable pour le savoir. Le libéralisme était un effort terriblement raté pour trouver un équilibre pérenne entre l'individu et la société. C'est là la définition la plus grande et générale, donc la plus philosophique du libéralisme. C'était une tentative ambitieuse et ratée de résoudre pour toujours l'éternelle antinomie entre l'homme et la société, c'est-à-dire entre les 2 pôles du tous ensemble, le système politique, l'autorité et la liberté. Je vous ai mentionné le texte de saint Thomas, Soloviev et Nimio de Anquin, qui résolvent théoriquement le problème. La solution pratique consiste à réaliser effectivement, dans une nation, le maximum d'autorité avec le maximum de liberté. Car comme le disait Héraclite, l'opposition est la mère de toutes choses, et toutes les bonnes choses consistent dans l'équilibre des 2 opposés. Un équilibre dont nous avons un exemple et un héritage, car il a régné dans la mère patrie du XIIIe au XVIe. C'est en général dans toute l'Europe et avec la monarchie chrétienne, aujourd'hui liquidée, mais peut-être pas définitivement, le libéralisme l'a liquidé. Mais le libéralisme est liquidé aujourd'hui, et à pas de géant. Tous les problèmes, pour nous, est de savoir si le successeur du libéralisme argentin sera le rossisme ou le communisme. Pour cela, consultez une voyante ou une diseuse de bonne aventure. Parodiant, Monseigneur Franceschi qui disait que la pire chambre était préférable à la meilleure clique, il s'avère que nous sommes arrivés à un tel point où nous avons la pire chambre avec la pire clique. Maudit soit le moindre mal et celui qui a inventé cette notion. Je ne voterai plus jamais pour le moindre mal, et je ne voterai plus si ce n'est pas pour un grand bien. Je leur ai également dit que le libéralisme, au lieu d'apporter le maximum d'autorité avec le maximum de liberté, ce qui est la solution optimale, a apporté le contraire, un minimum des 2, un mélange incroyable d'anarchie et de tyrannie, ce qui dans le langage vulgaire s'appelle tout simplement un mauvais gouvernement. Et je leur ai donné comme exemple de despotisme, avec le pardon des forces armées bénies, le plan Conant, et comme exemple de licence, le pardon de Monseigneur Cagliano. L'extraordinaire fortune de Roberto Noble, qui est l'un des plus puissants de la nouvelle région, et qui est l'un de ceux qui paient pour la grande mission de Buenos Aires. Est-ce qu'il paie? J'ai dit à tort, il finance, parce que nous ne payons pour cela. Pour finir, je leur ai dit qu'il y avait encore une autre étape, mais qu'elle était théologique. C'est-à-dire qu'il fallait trouver l'erreur religieuse, qui avait monstrueusement détourné les bonnes intentions des bons libéraux du XVIIIe. Et c'est théologiquement la négation du péché originel, renouvelée par Rousseau au XVIIe, et inventée au XIXe par les moines anglais Pélage. Cette erreur théologique, vue philosophiquement, s'appelle erreur sur la nature. L'homme naît bon et la société le rend mauvais. Contre cela, l'homme ne naît pas entier et la société le rend entier ou le désintègre complètement, selon que la société est bonne ou mauvaise. Car l'homme, de la masse, l'individu, voyage dans sa nation, comme la goutte dans les nuages. Nous arrivons à la fin de cette conférence, qui doit être pratique. La République argentine va nous désintégrer parce qu'elle se désintègre, non pas comme un atome, mais comme un tabétique. Et voyons ce que l'on peut faire. Je ne vais pas dire ce que beaucoup disent, que c'est un pays de mouise, ou comme l'a dit Ricardo Rojas, un pays de fous, ou comme l'a dit Raimundo Pardo, un pays de semi-sauvages, ou comme l'a dit Unamuno, un pays de chasseurs de pesos, ou comme l'a dit Baroja, un pays de ringards, et ni que c'est un grand pays comme on le dit à la radio. Il suffit d'écouter la radio maintenant pour en douter. Pour moi, il y a une Argentine qui me laisse vivre, qui doit naturellement être bonne, et une autre Argentine mauvaise qui ne me laisse pas vivre. Non pas que j'ai trop envie de vivre, et le moment est venu pour l'une des deux, Argentine, d'éliminer l'autre. Comme l'a dit Saint-Martin,
le bleu et le blanc, s'arrangent très conformément, en disant confortablement que l'une d'elles n'existe pas. Le pays réel suppose que l'autre pays est irréel. Non, les deux existent, et celui que j'aime est désiré, et celui que je n'aime pas est maintenant au sommet. De toutes ses forces, il essaie d'éliminer l'autre, comme l'a ordonné Saint-Martin. Éliminer comment? En tuant les libéraux? Ce n'est pas notre système, c'est le leur. Notre système est de faire la vérité. Comme je l'ai dit, pendant tout un siècle, le nationalisme en Espagne a fait la vérité. Depuis le docteur philosophe France jusqu'au martyr Ramiro de Marzu. Ce que nous avons eu ici que de manière très précaire. Mais pour que la vérité advienne, on ne doit pas tuer quelqu'un. Parfois, malheureusement, il est nécessaire de tuer avec beaucoup de regret quelqu'un, comme l'a fait Franco, en état de légitime défense. La société ou l'autorité légitime en état de légitime défense, un malfaiteur comme l'a fait Rosas, dans la limite de défense. Et il n'y a pas de meurtre en légitime défense. Je n'ai jamais voulu posséder une arme à feu, même si je suis un très bon tireur avec un revolver, parce qu'en dernier recours, je préfère être tué pour avoir tout parlé plutôt que de tuer un milicien qui veut me faire prisonnier, comme au temps de Lonardi. Mais il vaut mieux vivre sans tuer personne, ni être tué. Je ne sais pas si cela durera une décennie en Argentine. Le nationalisme doit s'organiser farouchement, ce dont je crois incapable. Non pas pour prendre le pouvoir à court terme, mais pour faire la vérité à long terme, comme le fait discrètement ici notre ami Rego par exemple, pour diffuser dans tout le pays cette vérité terrestre et relative qui est la vérité politique. Mais maintenant la vérité la plus urgente de toutes. L'Argentine tourne autour d'elle-même avec une lance plantée dans son ventre, comme si on avait placé un axe polaire à Cordoue et que l'Argentine tournait autour de cet axe au lieu de tourner avec la Terre sur les deux pôles et autour du Soleil. Je veux dire que rien ne peut être fait ici si le problème politique n'était pas d'abord résolu, soit par le rosisme, soit par le communisme. Aucun autre problème ne peut être résolu avant le problème politique, qui a atteint un point critique en raison de la désintégration du système libéral, qui ne nous a jamais servi et qui est maintenant devenu une pourriture et une blague de clown. Le peuple ne croit plus à tout ça. Quant à moi, non seulement je ne crois plus à cette farce, mais je considère qu'il est illégal de s'y prêter. D'où je voterai, car il y a une amende, avec une enveloppe vide, jusqu'à la fin de ma vie. Et si tous les nationalistes faisaient de même? J'ai souligné, au début, l'erreur nationaliste, de fixer les yeux sur le pouvoir à court terme, au lieu de le fixer sur la vérité à long terme. Croire que le but ultime de la politique est d'atteindre ou de s'emparer du pouvoir est une erreur et une stupidité. C'est l'erreur de Machiavel et la stupidité des politiciens bon marché et puérils qui nous broient et nous perdent. Vous ne pouvez pas demander à un politicien, disons Marcelo Sanchez Sorondo, d'aspirer à la souffrance et la défaire pour être martyr. C'est le propre de l'homme religieux, pas de l'homme éthique. Et un bon politicien est un homme éthique. Il ne faut pas demander aux nationalistes de ne pas aspirer à la victoire, mais il faut leur demander de ne pas placer leur victoire dans l'obtention d'un pouvoir, une ambassade, mais dans la diffusion triomphante de leur idée, à supposer qu'ils en aient. C'est-à-dire comme le héros nationaliste que j'ai mentionné précédemment a dit à ses assassins « Je sais pourquoi je meurs et vous ne savez pas pourquoi vous me tuez ». Il aurait pu ajouter « Mais je meurs pour que vous le sachiez ». Je vais vous donner une bonne nouvelle dans ce sens. Un journal national a été fondé qui s'appelle La Huella, ou bien Contreras y CIA, qui durera 2 mois, mais si les nationalistes s'organisent, il pourrait durer 6 ans, comme Cabildo. Bien que le pape soit infaillible, si le pape devait définir le nationaliste comme argentin, comme des nazis, comme on me dit qu'il y a danger imminent, je ne le croirais pas, car s'ils étaient nazis, ils seraient allemands. S'ils étaient allemands, ils seraient organisés.
Si les nationalistes étaient organisés, ils prendraient mes 2 cours et mes 2 discours et en distribueraient 150 000 exemplaires dans tout le pays, comme l'ont fait les Requetes de Navarra en 1868 avec le discours d'Aparici Guijardo lors de la chute d'Isabelle II, qui était une sorte de général Leonardi avec des jupes. Ou plutôt, puisque le coût de l'impression est beaucoup moins cher, 1,5 million d'exemplaires de ce discours. Vous ne pouvez pas nier que cette idée est pratique, du moins pour moi. Pour plaisanter, il fallait le faire avec le petit livre de Nimio des Anquin, mythe et politique, à ne pas confondre avec Pétroléo et politique, bien que mythe et pétrole, vous terminerez la phrase. Et avec le petit livre de notre Mauetsu Octavio, intitulé La Révolution nationaliste. J'ai dit. Un auditeur me rappelle que j'ai mentionné 3 définitions européennes de la liberté et que j'ai annoncé que j'allais terminer par une définition argentine. Et je ne l'ai pas fait. La définition argentine de l'homme libre n'est peut-être pas très philosophique, mais elle est bien argentine. C'est comme ça. Je me sens libre. La justice de Dieu est plus élevée que l'orgueil des hommes. L'homme vraiment libre est celui qui, exempt de craintes infondées et de désirs inutiles, dans quelque pays et dans quelque conditions qu'il se trouve, est soumis, est sujet, c'est-à-dire librement captif des commandements de Dieu, aux exigences de sa conscience et aux exigences de sa saine raison.